Est-ce que la colonisation de planètes comme Mars pourra permettre de connaître l'abondance? Vincent, bonjour. Bonjour. Vincent, je viens de voir aujourd'hui parce que tu es enseignant-chercheur en informatique à l'Université de La Rochelle. Tu es aussi au conseil d'administration de l'Institut du numérique responsable. Et ça tombe bien parce qu'on a envie de parler aujourd'hui de l'IA, un petit sujet Petit. dont on n'entend pas trop parler en ce moment. Non, mais ça va pas tarder. Nous, on vient un petit peu en précurseur, voir de quoi il retourne. La première question que je voudrais, on va évidemment balayer l'IA et un peu toutes ses dimensions. Parce que tu es un peu pour nous une autorité de référence pour les Pandarou, c'est pour te mettre la pression. Merci. Avant de balayer tous ces sujets qui sont un peu éthiques, environnementaux, économiques, géopolitiques aussi, comment ça va et comment tu sens la période? Alors moi ça va. Et comment je sens la période? Je sens la période effectivement encore plus... c'est dur de sentir la période, il y a tellement de choses à sentir, je vais pas enfoncer des portes ouvertes, hein, tout le monde le sait déjà, la situation globale, géopolitique, mondiale, locale, enfin voilà, c'est pas évident pour tout le monde. Je lisais encore un sondage hier sur l'état un peu de morositude des Français. Les mots qui prédominent, c'est inquiétude, quand on leur demande leur degré de confiance un petit peu, il est particulièrement bas. Donc effectivement, on résiste, hein. On est quand même plein à être content de vivre cette époque-là, en se disant de toute façon c'était pas mieux avant, et au moins on fait partie de l'histoire. Mais par contre, c'est vrai que je peux comprendre qu'elle soit particulièrement instable ou anxiogène pour plein de monde, hein, y compris des fois même pour moi, pour nous, pour des collègues, alors qu'on devrait être plutôt dans un état de stimulation intellectuelle avancée, mais ça n'empêche pas quand même de temps en temps d'avoir des questionnements comme tout le monde. Donc j'avais dit, on vient aujourd'hui parce que l'IA s'est en fait imposée dans le débat. On a l'impression ces derniers jours qu'on ouvre un journal, la télé, enfin les conversations à la machine à café, tout le monde parle de l'IA. Pourquoi est-ce que là, d'un seul coup, selon toi, on se met à parler de l'IA et puis après ce sera la porte ouverte à nous dire peut-être ce que c'est l'IA? Ça existe depuis un petit moment, mais là c'est peut-être parce qu'il y a une forme particulière que on entend parler des évolutions, une grande accélération en fait. Ouais. Là on est, en fait on vient d'avoir la killer app, le wow effect. Alors en bon anglais, l'application qui tue et le côté waouh, ça marche, ça fonctionne. Et ça c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on en parle de partout. On a avec l'IA générative, et je précise bien l'IA générative depuis quelques mois déjà, on a ce côté waouh, mais ça va changer le monde, on est capable de faire des choses qu'on pendant des siècles et des siècles, on était persuadé que c'était finalement le propre de l'homme, la pensée, le fait d'écrire, le fait d'avoir de l'humour, etc. On était persuadé que c'était le propre de l'homme. Et puis, de façon un petit peu magique, eh bien, on a un chatbot, on a une application sur notre téléphone ou même sur nos ordinateurs qui fait le job, quoi. Qui fait le job même meilleur que nous quand on lui demande de résumer, de traduire, de comprendre, de nous proposer des pistes de solutions, de nous proposer des blagues, enfin on est là-dessus, quoi. Et en fait, des dizaines et des dizaines d'années d'évolution de l'intelligence artificielle à bas bruit depuis Alan Turing et puis la Deuxième Guerre mondiale, l'IA existe depuis à peu près cette époque-là, hein, de façon réelle et fantasmé dans les écritures de science-fiction depuis des siècles, et bien en fait, il a fallu presque 80 ans d'évolution à bas bruit, réservée à des militaires, à des scientifiques, à des ingénieurs, à des gens qui savaient comprendre, à des mathématiciens. Et puis ben, là, en fait, on a passé un seuil d'une application qui est audible par tout le monde, qui est appropriable par tout le monde, et qui change la vie quand même de beaucoup de personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on en entend parler aujourd'hui à la machine à café, mais dans le même temps, on en entend aussi parler dans des sommets
internationaux comme celui qu'il y a eu à Paris, l'année dernière il était à Londres et puis le prochain sera en Inde, parce que les hommes politiques et les chefs du monde se sont aussi aperçus que c'était un enjeu géopolitique majeur. Là on n'est plus sur une petite évolution, pour moi on est véritablement sur une révolution du travail, on est sur une révolution de la donnée, on est sur une révolution de nouveau d'un questionnement de souveraineté. On est aussi sur un enjeu économique fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui toutes les boîtes sont en train de migrer vers l'IA, donc en fait on se retrouve, c'est des moments comme ça de l'histoire où on se retrouve avec une mutation sociale et sociétale forte parce que les cols blancs ou les gens qui avaient des métiers un petit peu intellectuels se sentaient toujours à l'abri, et au final on se rend compte que on peut être aussi remplacé comme pendant la révolution industrielle, des gens qui avaient des muscles, et bien aujourd'hui, ceux qui ont un cerveau peuvent aussi être remplacés facilement que ceux qui avaient des muscles à une époque. On est dans des entreprises où l'IA est en train de changer profondément les métiers, dans des relations géopolitiques où l'IA est une force majeure. Hein, je veux dire, l'IA aujourd'hui est un enjeu majeur pour la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis et l'Europe. Voilà. Voilà, on se retrouve de nouveau avec une espèce de néocolonialisme sur lequel l'Afrique, en tout cas le monde Pacifique et l'Amérique du Sud sont pour l'instant inexistants, et j'espère que ça va pas tarder, mais voilà. Donc on se retrouve vraiment à ces moments sociétaux historiques où en fait il y a une question qui émerge et qui peut être vue de façon critique par plein d'enjeux différents, environnementaux, sociaux, géopolitiques, économiques, enfin voilà. Et donc, on se retrouve avec, on a l'impression d'avoir finalement très peu d'antériorité, très peu de passif ou de passé, alors que le sujet existe depuis plus de 80 ans, mais on a l'impression que le sujet émerge. C'est comme si on plantait une graine, elle se développe, elle fait plein de racines, et puis à un moment donné, ça y est, elle sort de terre, et elle va très très vite et elle émerge, et elle peut potentiellement donner des tas de fruits. Et on se retrouve tous autour de ça en se disant, mon Dieu, mais est-ce que ce fruit c'est du poison? Est-ce que ce fruit va nous rendre super puissants? Est-ce que si on le récolte trop tôt, est-ce que nous-mêmes on aura notre part du gâteau? Enfin voilà, et on est tous autour de cette nouvelle plante là qui émerge et dont on sait finalement pas trop quoi faire, à part le fait de dire il faut pas passer à côté. Oui, parce que de toute façon, le coup est parti, Ah oui. et ceux qui prennent pas le train en marche se retrouveront comme des pays carmondisés, presque. Ouais, presque. Alors après, je pense qu'il n'y a pas... Il faut se méfier de ces courses où il faut finir premier. Pourquoi? Parce qu'il faut finir premier. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Dans ce monde-là, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Donc en fait, même ceux qui partent avec un coup de retard, évidemment, ils perdent pas mal d'enjeux pour déployer des data centers, pour aider leur start-up. Mais comme il n'y a pas de ligne d'arrivée, voilà, nous on a mis des années avant de tuer notre Minitel, et on disait oh la France par rapport à Internet elle n'y arrivera jamais, son Minitel l'empêche d'avancer. Bon résultat en fait on a vite rattrapé notre retard. Le danger des gens qui veulent nous faire basculer dans cette course à l'IA, dans ce on n'a pas le choix parce que sinon on est tous morts, voilà, il faut aussi se méfier de ce discours urgentiste qui nous ferait passer la 4e avant même de sortir de la ville, quoi. Donc faut faire attention un peu avec ce discours-là. On va y revenir parce que ça c'est important là-dessus. Peut-être tu as parlé d'IA générative, expliquer ce que c'est, que en fait c'est quelque chose qui est plutôt accessible maintenant au plus grand nombre, et puis montrer quelques applications. Alors moi j'en ai quelques-unes en tête, j'ai vu des gens hier, il y a une fille qui a développé un petit objet que vous posez au milieu de la table quand il y a une réunion. La réunion fait 2 heures, et puis à la fin, l'objet, il vous la résume en une page A4, quoi. Il y en a un autre, il a développé un autre objet, et d'ailleurs, ça va être intéressant pour la question écologique énergétique. Cet objet, c'est un mini-studio d'enregistrement. Il fait la musique, il fait la captation vidéo. Donc on entend déjà que écologiquement, ça va demander beaucoup de ressources énergétiques, de matière, que ça va potentiellement faire disparaître des métiers. Mais en tout cas, la question c'est l'IA générative, est-ce que c'est les exemples que je viens de te donner, et c'est en ça que c'est une révolution, c'est que c'est accessible à tout le monde? Alors l'IA générative, comme son nom l'indique, son objectif c'est de générer. Voilà, elle doit générer du texte, elle doit générer du son, elle doit générer des images, de la vidéo. L'IA générative c'est donne-moi une question, donne-moi une source, donne-moi un document et je vais te générer quelque chose. Voilà. Donne-moi un document de 600 pages en anglais et je vais te générer un document de 2 pages en français. Voilà, c'est ça l'IA générative.
Et effectivement, depuis 2022 à peu près, ChatGPT, alors ChatGPT, la version 2.5, hein, ça existe depuis le milieu des années, enfin la fin des années 2010, ChatGPT. Mais la version, voilà, ça a commencé version 1, 1.5, etc. Et c'est vraiment la 2.5 qui a changé la donne et qui, à partir voilà, de quelques signaux faibles, il y a eu ce fameux wow effect. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça existe, mais à un moment donné, on se dit waouh, waouh, ça marche, quoi. Et on s'est tous amusés, enfin tous ou pas d'ailleurs, mais on s'est tous amusés à dire génère-moi une blague, génère-moi une histoire. Voilà, on a tous commencé à tester, juste pour voir, pour challenger. Et puis après, on s'est dit, ok, comment est-ce que je vais pouvoir vraiment l'utiliser? Comment je vais pouvoir utiliser ça dans mon métier? Alors, il y a des choses qui existent, hein, génère-moi un mail, génère-moi un résumé, génère-moi une grille, génère-moi de... Voilà, on l'a plus ou moins tous fait, hein, mais en tout cas, moi, j'ai énormément de collègues, et vraiment pas du tout des collègues universitaires, où on pourrait se dire, bah, mais t'es dans ton écosystème, toi, sors de là, voilà, mais vraiment des monsieur et madame tout le monde qui utilisent ça de façon quasi quotidienne. Donc ça, c'est l'IA générative, c'est génère-moi quelque chose. Après, l'IA, comme je te disais, elle existe depuis 80 ans. L'IA, par exemple, c'est comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour qu'un ordinateur gagne au jeu d'échecs, au jeu de Go. Comment est-ce qu'on fait pour lire de façon encore plus rapide et sans erreur l'échec, les montants d'échecs, les adresses. Il y a énormément de choses. Alors la frontière est floue hein, entre ce qu'on appelle une intelligence artificielle, il y a plusieurs niveaux de graduation, mais globalement autour de la notion d'IA, il y a la notion de ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Et la notion d'IA, c'est... alors, il y a 12 milliards de définitions, et celle que je vais dire va être évidemment restrictive et pas satisfaisante, etc. Mais c'est à partir du moment où on veut essayer de façon algorithmique et numérique de simuler des processus cognitifs, des processus intellectuels. Voilà. Jouer aux échecs, c'est un processus intellectuel. À partir du moment où je veux le copier sur machine, eh ben, ça peut être associé à de l'IA. Lire, ça peut être associé à de l'IA. Lire un chèque, lire un nombre, interpréter une radiographie, savoir si qu'est-ce que je dois faire si j'ai une panne, savoir qu'est-ce que je dois faire si j'ai des tas de fichiers Excel. Voilà, comment est-ce que je fais pour sortir. À partir du moment où un être humain est capable intellectuellement de faire une tâche, et à partir du moment où tu décides de la faire sous-traiter par une machine, on peut dire que c'est de l'IA. Après, il y a de l'IA qui est très très mécanique et bête. Voilà, c'est un algorithme, c'est presque comme une recette de cuisine. Par exemple, moi, si tu me demandes de faire cuire des pâtes, eh ben, il y a deux façons différentes. Il y a une façon qui est très mécanique, et je prends une casserole, je verse de l'eau, je mets du sel, je la fais bouillir, je mets les pâtes, je fais un temps de cuisson, j'égoutte, je mange. Ça, c'est pas trop de l'IA, c'est du numérique qu'on a tous connu dans les années 80, 90, 2000, etc. Et puis après, il y a le côté IA, c'est, voilà ce que j'ai dans mon frigo, j'ai déjà mangé ça, ça et ça hier, je suis intolérant au gluten, qu'est-ce que tu peux me proposer? Et là, on voit qu'on n'est plus sur mets de l'eau dans une casserole, mets du sel, mets de ci. On est sur quelque chose d'un peu plus peut-être... smart, pour pas dire intelligent, parce que l'intelligence, voilà. Mais c'est quelque chose qui doit, au vu d'une base de connaissances énorme, être capable de sortir des informations pertinentes, générées et qui répondent à ta demande. Et là, je prends cet exemple tout de suite au bon, où j'ai vu une application directe en termes d'IA, un service proposé, c'est qu'on ouvre le frigo, il y a une application où on prend la photo, et à partir de la photo, l'IA propose des recettes. Oui. Bon, avec une pâte à quiche, des œufs et des lardons, elle propose une quiche lorraine. Alors, ça nous pose quand même la question de est-ce que c'est pertinent? Certainement pas toujours. Mais voilà, ça c'est un exemple de... Ouais, tout à fait. Mais il faut avoir quand même aussi cette humilité de dire, déjà à la base c'est balèze. Déjà à la base c'est balèze. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que si dans 5 ans ou dans 10 ans, le seul intérêt toujours de l'IA, c'est d'être capable de prendre avec son téléphone une pâte sablée, une pâte feuilletée avec, voilà, pour faire une quiche lorraine, là effectivement on pourra se dire, bon, finalement ça sert à quoi?
on est dans une phase du développement de l'IA générative où on est comme des gamins. On expérimente à fond. Voilà. Il y a des trucs qui vont pas servir. Il y a des trucs où on va se dire, mais quel intérêt? Et puis potentiellement, il y a des trucs qui vont changer la vie quand même. Je reprends cet exemple de lire des radiographies, de lire des mammographies. Je veux dire, on a tous aujourd'hui eu cette difficulté à prendre des rendez-vous médicaux. On sait tous que le temps d'attente quand on appelle le 15 est beaucoup plus long. Voilà. Et bien, si cet outil-là, sans enlever le côté humain, est capable d'accélérer le traitement, une meilleure prise en compte, etc., ben, franchement, je pense qu'on sera tous ravis, quoi. Et là, tu poses un peu la question des objectifs et derrière de l'éthique, la manière dont on va se servir de l'IA. Et souvent, c'est la médecine qui est mise en avant en disant l'IA, c'est révolutionnaire parce que ça va permettre de détecter des cancers, de désengorger les hôpitaux, etc. Bah, du coup, j'oppose un petit argument à ça qui est celui de... En fait, pour développer l'IA massivement, ça pose d'énormes contraintes environnementales, sociales, économiques, et j'en passe. Ça est intriqué en plus. Du coup, ça va favoriser un tas de maladies qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu l'IA. Donc c'est un peu la balance du bénéfice-risque. Oui, mais tu l'as dit très bien tout à l'heure. Tu l'as dit, le coût est parti. Voilà, le coût est parti. On vit dans un monde où il y a aujourd'hui plus de 8 milliards de personnes, demain 10, après demain 12, avant de rediminuer. Hein. Le coût est parti. On sait très bien que... et ce que je dis, je sais pertinemment que c'est pas satisfaisant, hein, je le sais. Mais le coût est parti. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la moitié de la population est déjà partie là-dessus. On peut s'arrêter, hein, perdre la vertu, la main sur le cœur, en disant c'est pas bien. Déjà, c'est pas bien, moi j'en sais rien. Voilà, le côté bien ou mal, le côté moral, ça me... Voilà. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que l'Europe dise le coup est parti. Posons-nous la question de savoir à quoi ça sert, à quoi ça peut servir, à quoi on conserve ces usages-là, sans pour autant tomber dans le côté vous n'avez pas le droit. Voilà, vous n'avez pas le droit, parce qu'on interdit que, parce qu'en Europe on n'interdit pas, pour le bien ou pour le mal on n'interdit pas, mais vraiment laisser éduquer. Si on prend une analogie simple, la voiture par exemple, la voiture, le tabac ou l'alcool, ça fait des morts, hein. Ça fait des morts. On sait très bien qu'il ne faudrait pas prendre sa voiture pour aller à la boulangerie à 200 mètres, etc. Est-ce qu'on a légiféré depuis des dizaines d'années, depuis des centaines d'années? On n'a pas légiféré sur le tabac, on n'a pas légiféré sur l'alcool, on n'a pas légiféré sur la voiture, on n'a pas légiféré sur l'avion. Pourquoi est-ce que spontanément le numérique devrait à un moment donné être réservé à des élus, à des élites, et pas à d'autres? Voilà. Alors qu'on se dirait, ben, finalement l'Europe a une carte à jouer entre une Amérique décomplexée, et franchement c'est rien de le dire décomplexée, et potentiellement une Chine dictatoriale, et c'est rien de le dire dictatoriale, est-ce que on pourrait pas se dire, ok, on va créer une troisième voie? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de suivre bêtement, mais quand on voit les propos qui ont été tenus, on est juste, moi je suis affligé, pourquoi on ne se crée pas une troisième voie dans laquelle finalement on impose notre façon, à nous-mêmes, hein, on impose notre façon de voir les choses. Je discutais encore récemment avec un pote qui me disait, on était d'accord, si jamais on se disait, bah oui, mais finalement, pour l'industrie automobile, il vaut mieux lâcher les normes. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que notre industrie automobile, dénormée, ne pourra absolument rien faire face à la concurrence venue de pays émergents comme la Chine. C'est les normes qui aujourd'hui protègent l'Europe, à la fois sanitairement, socialement, environnementalement parlant, et même économiquement parlant. Les normes nous protègent sur toute une série d'économies. Il n'y a pas de raison que le numérique en échappe. Et en plus, on devrait en être fiers. On a l'impression que c'est honteux de parler d'éthique, on est honteux de parler de normes environnementales, c'est honteux. Mais non, moi j'en suis vachement fier, quoi. Donc, de toute façon, ça va se rappeler à nous, et ça va être une question importante chez les pandas, ou la question de l'empreinte écologique. Je reprends ton exemple sur les voitures, le tabac, l'alcool, parce que c'est un excellent exemple. On se rend compte, et c'est documenté maintenant, que si ces marchés ont été extrêmement développés, c'est parce qu'il y a
quelques industriels qui se sont regroupés et qui ont décidé pour la voiture à un moment dans les années 20 aux États-Unis de dire stop, stop, les villes qui développaient les tramways électriques là, parce que quand même dans les années 20 les États-Unis développaient les tramways électriques, les gens de l'automobile se sont organisés pour préserver leurs intérêts. Du coup, la question est toute servie. Est-ce que c'est pas un peu ça qui est en train de se passer aux États-Unis avec l'IA? Bien sûr. Et en rebouclant avec la question de l'éthique, forcément l'IA, alors maintenant peut-être qu'elle vit toute seule, ça j'ai pas la compétence pour le savoir, mais au départ c'est des gens qui rentrent des données dans les algorithmes, donc c'est forcément biaisé. Et si ceux qui ont paramétré les IA sont ceux qu'on voit en ce moment à la télé, est-ce que là, on n'est pas... Est-ce que c'est pas très inquiétant, la situation? Parce que, pour le dire clairement, ce sont des gens qui sont masculinistes, totalement libertariens, donc aucune norme, la compétitivité à tout craint, et ça, on a vu que ce sont des modèles qui ne sont pas bénéfiques au bien commun, en général. Ça, on est bien d'accord. Les données... Alors, il faut faire une différence entre les données qu'on rentre et la manière dont on va les utiliser. Les données qu'on rentre, elles sont, pour beaucoup, issues du web, issues de Wikipédia, issues des sources plus ou moins fiables. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est que les données qui servent à l'entraînement de tous les modèles aujourd'hui sont des données qui sont majoritairement issues du monde blanc anglo-saxon, voilà, et que il y a les 3/4 de l'humanité que l'IA ignore, ou en tous les cas sur lequel elle n'apprend pas à les donner. C'est-à-dire que le continent africain, je serais très curieux de savoir le nombre de données issues du continent et des cultures africaines qui sont utilisées pour faire apprendre à ces modèles. Pareil pour le continent sud-américain. Et puis pareil pour les pays de l'Est ou la Chine, enfin la Chine, ils ont leur propre modèle. Mais voilà, mais après, la question que tu poses, elle est hyper intéressante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous sur la table, quand on entend l'IA DeepSeek, à qui on demande est-ce que tu peux me parler du massacre des Ouïghours, et qui te dit non, je ne vais pas t'en parler parce que je n'ai pas envie, puis de toute façon il n'y a pas de problème là-dessus. On est tous debout sur la table, mais dans le même temps, effectivement, on accepte, à mon avis, sans trop sourciller, des avis sur qu'est-ce que je dois penser, je sais pas, de l'IA, du capitalisme, de Trump, où est-ce que je dois investir mon argent, qu'est-ce que je dois faire pour être heureux en 2025. Si la solution c'est de me mettre à la musculation pour avoir des gros muscles et être viriliste, peut-être que ça passe sous les radars, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, ça va peut-être à un moment donné avoir une certaine façon de penser va pénétrer d'une manière ou d'une autre les travaux qu'on demande de générer, les rapports qu'on demande, les plans, etc., etc. Donc effectivement, c'est le recul, l'apprentissage, la compréhension des problématiques et le libre arbitre sont quand même des valeurs qu'on va devoir développer avec encore plus d'acharnement que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, c'est clair. En tant que expert du sujet, puis avec cette casquette un petit peu de numérique responsable, est-ce que vous réfléchissez à formuler des recommandations, peut-être des conseils, des propositions au pouvoir en place à l'échelle française? Alors, oui et non. Non, parce qu'il y en a déjà plein qui sont là. Je veux dire, ils n'ont pas attendu l'INR ou moi pour penser à l'IA Act ou pour penser à des chartes ou pour penser... je veux dire, il suffit de regarder les politiques publiques, que ce soit Nantes ou d'autres villes, ils ont tous aujourd'hui leur charte IA. Les Canadiens ont signé ont proposé une charte autour de l'utilisation d'une IA éthique. Je veux dire, aujourd'hui, à la limite, il suffit de se pencher sur votre moteur de recherche préféré, qui n'est pas forcément Google, pour trouver des fichiers dans lesquels on dit, voilà, l'IA éthique, c'est voilà la liste des 15 points que vous devez faire pour développer une IA éthique, ou une IA responsable, ou une IA frugale. Enfin, je veux dire, ça existe aujourd'hui. Et rajouter un document au document, je vois pas l'intérêt. Ce qu'on va sûrement essayer de faire bientôt, c'est... nous, on a une charte. À l'INR, on a une charte qui s'appelle la charte du numérique responsable, dans laquelle, en fait, on va pas rajouter une charte, on va la mettre à jour. Voilà. Et voilà, on essaye de limiter le nombre de documents, parce que trop d'infos tue l'info. Il suffit de voir la vie dans laquelle on vit. Aujourd'hui, le vrai sens, la vraie information, elle est noyée par des torrents d'absurdité. Donc on préfère garder finalement quelques éléments et les mettre en valeur plutôt que de les démultiplier. C'est d'ailleurs hyper intéressant de voir qu'il y a déjà des dizaines d'années
que ce soit George Orwell ou Huxley avec 1984 ou Le meilleur des mondes, avaient déjà vu ça. C'est-à-dire que dans un cas, en 1984, la vérité a été réécrite, voilà, on cachait la vérité, et dans l'autre cas, on l'a noyé de futilité. Et aujourd'hui, finalement, on se retrouve avec la même problématique. Soit on réécrit la vérité, on réécrit l'histoire, soit on la noie. Voilà, et il suffit de mettre sa télé tous les matins. Alors, je sais que ça se fait de moins en moins, mais pour avoir... alors Trump, cette nuit, il a dit ça, 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 ça et ça. Musk, il a dit ça, les Chinois ont dit ça. Enfin, voilà, on est noyé. Et au final, du coup, bah, quand t'es noyé, bah, c'est jusqu'à la nausée. Donc on a ce sentiment de repli, de protection, qui fait peut-être justement que aujourd'hui, les Français, toi, moi, on est là à se dire, c'est bon, laissez-nous, quoi. Justement, on a aussi un peu ce sentiment que c'est le énième secteur d'activité où on subit, même si on nous donne un peu accès à la magie là, de la génération d'une image. Et on a l'impression qu'on est impuissant, puis on entend. Et je l'ai entendu de ta bouche l'année dernière lors d'une super conférence, où en gros, dans les années qui arrivent, il y a peut-être encore 10 métiers qui ne vont pas être impactés par l'IA. Tout à fait. Alors impacté, ça ne veut pas forcément dire un impact négatif, mais tu parlais de quoi quand tu parlais de ça? Bah, je parlais véritablement du fait qu'effectivement, on va tous être... enfin, je veux dire, on est tous déjà impactés par l'IA d'une manière ou d'une autre. On va tous devoir muter, on va tous devoir apprendre. Et ça, en fonction de l'âge qu'on est, en fonction de l'esprit qu'on a, c'est hyper épuisant, quoi, de se remettre une fois de plus en question. On a tous, on a peut-être tous des souvenirs de grèves, de grèves de secteurs miniers, de charbonnage, d'entreprises qui ferment, qui sont délocalisées violemment. C'est hyper violent, ces images qu'on a tous, de gens qui sont là, qui veulent défendre juste leur emploi, le sentiment de bien faire les choses et de bien les faire à la française, avec ces camions qui partent avec des machines-outils dans d'autres pays, voilà, et puis de se retrouver du jour au lendemain privé de tout son emploi. Il y a aussi ça qui fait peur à tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'on entend tellement la petite musique du coup j'arrête de recruter cette année parce qu'on va déployer l'IA. Ouais, mais alors, si tu arrêtes de recruter, est-ce que c'est pas un préalable au fait de pouvoir Voilà, tout ça c'est vrai que c'est pas du tout évident, et donc on a le bouc émissaire idéal, hein. Le bouc émissaire idéal, c'est l'IA. Voilà, c'est l'IA. Donc on a des gens qui sont en opposition totale, d'autres qui sont des adorateurs absolus, des prophètes, des messies, et on a de nouveau, dans une société qui n'avait pas besoin de ça, on a de nouveau une société qui se clive, dans laquelle on n'a pas le recul de dire ça pourrait être utile là, mais peut-être moins là. Oui, mais on va pas légiférer, parce que t'as vu qui légifère? Et pareil, ça me faisait rire. On a tous entendu peut-être parler Emmanuel Macron au sommet de l'IA qui disait plug baby plug. Voilà, ça c'était le truc. Ouais, il y en a de l'autre côté de l'Atlantique des méchants qui disent drill, drill baby drill, fort bébé fort. C'est pas bien, hein, il faut pas forer, il faut pas forer. Mais nous on va plugger, on va brancher des data centers à notre magnifique réseau nucléaire français, etc., etc. Et dans le même temps, vous allumez la pub, vous allumez la télé, vous allez sur internet, partout, il faut réduire, il faut décaler, il faut débrancher, le moindre petit geste, parce que c'est pas vers ça ici. On parle de structures qui... à un moment donné, il faut en être conscient, ça. Il y a un méga data center dédié à l'IA qui va être installé en France par l'Émirat arabe uni ou le Qatar, je ne sais plus exactement. Le truc va coûter entre 30 et 50 milliards, et il aura une puissance de 1 gigawatt. Eh bien, 1 gigawatt, c'est la puissance d'un réacteur nucléaire. Ça veut dire qu'on est en train de parler d'un data center dédié à l'IA, qui va nécessiter pour tourner un réacteur nucléaire. Et après, on va te dire que c'est pas vers ça ici, et qu'il faut éteindre. C'est quoi la cohérence de tout ça? Et aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est choisis ton camp, parce que de toute façon, comme il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas d'équilibre, donc choisis ton camp. Est-ce que c'est plug baby plug, ou est-ce que c'est décale, débranche et je sais plus le dernier? Oui. En tout cas, c'est une excellente transition vers la partie écologique. L'année dernière, tu avais cette remarque avec la 5G en disant on est en train de développer la 5G et la 6G, on ne sait même pas pourquoi faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on nous dit pour les aspects écologiques, vous inquiétez pas, ça va permettre l'efficacité,
Donc ça, c'est pipeau, on le sait depuis le paradoxe de Jevons, où à chaque fois qu'on découvre une énergie, elle ne se substitue pas à une autre, mais elle s'ajoute. Pour l'instant, ça n'a jamais été démenti jusqu'ici. Hein. Si on regarde les courbes, il y en a qui diminuent, mais c'est toujours de l'addition. Notre bon président nous disait il y a 3 ans, fini les évidences, fin des abondances. Et avant-hier ou hier, donc c'est plug baby plug, et même dans le Parisien, c'est là, il faut accélérer parce que le train est parti, il faut qu'on le prenne en marche. La question simple pour résumer ça, et peut-être que cette interview s'arrête là, est-ce que au rythme où c'est parti, il y a écologiquement, en termes de ressources, matières et énergétiques, ça peut durer longtemps? Non. Fin de la discussion. Eh ben merci beaucoup. Non, alors, évidemment que la réponse est plus nuancée. Dans les années 50, 60, il y a des patrons, y compris le patron d'IBM, qui disait il y a un marché mondial pour à peu près 5 ordinateurs. Est-ce que tu peux expliciter ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les années 50-60, le patron d'IBM pensait qu'il pouvait vendre en moyenne 5 ordinateurs par an. D'accord. Parce que dans les années 50-60, c'était des machines qui tenaient dans une salle. Voilà, c'était énorme. Et la notion de puce, de transistor, de microprocesseur et de micro-ordinateur portable n'existait pas. Voilà. Et donc forcément, il y avait, dans la mentalité des gens, il y avait de la place pour 5 ordinateurs, pas plus, parce que fabriquer autant, c'était juste pas possible. Donc aujourd'hui, la réponse à ta question, si l'IA continue à être elle-même, pardon, si l'IA générative et les LLM, les grands modèles de langage, ChatGPT, etc., continuent à être eux-mêmes, continuent à avoir besoin d'autant d'entraînement, d'autant de données, d'autant de machines, d'autant d'argent, d'autant de tout ça, est-ce que c'est tenable? La réponse est non. Et ça, je veux dire, il faudra peut-être attendre 10 ans pour y arriver, mais si on continue comme ça, au rythme où ça, c'est pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. Et la traduction du c'est pas possible, la traduction tu la vois comment? La traduction du c'est pas possible, je la vois comme... alors, c'est pas du scientisme, mais je pense que c'est tellement utile, et ce sera tellement rentable, qu'il y aura des alternatives qui vont être trouvées dans l'usage de l'IA. À la fois, ça va coûter de plus en plus cher, donc on va déjà faire un tri par ceux qui peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas. Et dans ceux qui ne peuvent pas payer, ou qui n'ont pas envie de payer, il y aura des alternatives à ces... les Large Language Models, les LLM, on devrait appeler ça des MLLM, des Mega Large Language Models. On va basculer sur, à un moment donné, des choses qui sont plus efficaces, plus efficientes, plus petites, plus ciblées, etc. etc. Tout à l'heure, tu parlais d'objets qu'on va mettre sur la table pour résumer une réunion. Est-ce que l'IA qu'il y a dans cet objet-là, elle a besoin de savoir comment est-ce qu'elle va interpréter ce qu'il y a dans mon frigo pour savoir les recettes de cuisine que je vais pouvoir faire? A priori, non. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on lui met dedans cette capacité-là? Ça, c'est important. Tu es en train d'expliquer qu'en fait, on a bourré dans tous les objets, si je puis dire, toutes les connaissances de l'IA, de manière indifférenciée, et qu'il est possible de faire autrement. Ah ben oui, oui. Il est possible de faire autrement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cet objet qui est là au milieu, là, il a juste besoin d'apprendre, de savoir parler peut-être le français, d'être capable facilement de comprendre l'anglais, si jamais tu démarres un objet, tu dis t'es où, tu fais quoi, ben, je suis en France, et voilà, est-ce que tu es dans une boîte où on parle plutôt français, plutôt anglais, plutôt espagnol, etc. Bon, ok. Au mieux, il a besoin de comprendre quelques langues, mais est-ce qu'il a besoin de comprendre le zimbabwéen? Je suis pas sûr. Voilà. Et pourtant, aujourd'hui, les LLM, elles comprennent le zimbabwéen. Donc déjà, voilà. Ensuite, elle a besoin de savoir traduire l'audio à l'écrit. Elle a besoin de faire de l'écrit. Et ensuite, elle a besoin de savoir résumer. Elle n'a pas besoin de savoir faire une quiche lorraine, elle n'a pas besoin de savoir jouer aux échecs, elle n'a pas besoin de savoir jouer... Voilà. Donc la solution, de même, ça va être des plus petits langages, des plus petites IA, toujours aussi pertinentes, hein, mais centrées sur le besoin. Alors c'est sûr que si je prends mon petit objet là au milieu de ma réunion et que je vais devant mon frigo et que je lui dis dis-moi ce que je peux faire ce soir à manger, elle va pas savoir. Mais moi, tu me mets devant un jeu d'échecs ou tu me mets devant un moteur de voiture et tu me dis bah, fais-moi la vidange, bah, je sais pas faire. Hein. Je sais pas faire. Hein. Et pourtant, je suis pas con.
Et toi non plus. On a tous nos spécialités. Donc, il y aurait peut-être un marché mondial pour 5 IA, pour paraphraser le... Voilà. Mais des IA omnipotentes et omniscientes. Mais aujourd'hui, ça intéresse qui, des IA omnipotentes et omniscientes? Des États. Et encore, est-ce qu'ils font la quiche Lorraine? Voilà, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère avoir plein de petites IA qui tournent avec quelques watts sur mon téléphone ou éventuellement dans des objets. Là, les objets, par contre, je suis un peu plus réticent, et tu l'as dit, tu l'as très bien dit, c'est-à-dire qu'il faut, à force de fabriquer, ça n'est juste pas tenable. Mais je préfère avoir des petits services intelligents centrés sur mon besoin, quitte à avoir 3-4 IA, 5, 10. Mais aujourd'hui, tu as un service qui fait ton mail, tu as un service qui fait ton agenda, tu as un service qui fait tes vidéos, enfin, tu compartimentes. Tu n'as pas un outil qui fait tout. Mais c'est potentiellement des gains économiques pour des gens qui font du business. Ouais, mais là je crois qu'on en est un peu sur un côté. On va vous montrer que ce service-là peut tout faire. Et avec ce service unique qui fait plaisir à la terre entière, commercialement parlant, c'est top. C'est-à-dire que j'ai un service et je m'adresse à tout le monde. Ok, mais une fois que tout le monde sera convaincu du potentiel, ben moi, j'ai pas envie d'avoir 175 milliards de paramètres pour me dire, pour gérer mon emploi du temps, quoi. J'en ai pas besoin. Et puis, on est peut-être tous comme des grands enfants. On a un jeu, là, un jeu qui est génial, on peut tout faire avec, et alors, on se fait plaisir, hein. Clairement, on se fait plaisir. On se fait plaisir de façon assez irresponsable, mais on se fait plaisir. Mais il suffirait qu'à un moment donné, on ait le bilan de ce que ça coûte vraiment, et là, on se dirait, ouh là là, ah oui, quand même, peut-être je vais essayer. Donc il y a aussi ce côté informationnel où l'Europe a son rôle à jouer, c'est-à-dire on devrait être capable, si on est abonné à ChatGPT, machin, ou que sais-je, on devrait avoir cette trace environnementale pour dire, attendez, voilà, tu fais ce que tu veux. Tu fumes, tu bois, tu prends ta voiture pour aller à l'autre bout de la planète, tu prends l'avion pour faire un aller-retour en 24 heures à l'autre bout de la planète, on ne peut pas légiférer. D'accord? On peut pas. Ça se fait pas pour de bonnes ou de mauvaises raisons. On se fait pas. Donc, ben, ton IA, tu vas la prendre et tu vas faire ce que tu veux. Mais la voiture, on a un compteur. Voilà. On sait tant de kilomètres, tant de gaz à effet de serre au kilomètre. L'avion, pareil. Voilà. On commence à avoir des indicateurs. L'alcool, on sait qu'il ne faut pas en prendre 2 verres de vin par jour, etc. On dit, tiens, aujourd'hui, là, la charcuterie, c'est 150 grammes par semaine. Ok, donc tu vois, on commence à avoir aujourd'hui des choses qui sont tenables pour pas être dangereuse. Et bien peut-être que, en tout cas j'espère, hein, que rapidement, demain, on nous dira, bon voilà, l'IA, les gars, et mesdames et messieurs, pas les gars, mesdames et messieurs, l'IA, c'est, l'IA, attention, c'est, vous pouvez en faire toute la journée si vous voulez, mais attention, une requête, c'est temps. Voilà. Ou ce service-là, il est D. Voilà, il a un éco-score de D. Peut-être prenez un éco-score de A. Voilà. Bon, donc il y a des pistes de solutions. Et ça fonctionne dans les États où, encore une fois, on donne les moyens aux gens de s'informer et on n'est pas dans une espèce de manipulation médiatico-politique comme on commence à en voir en France, qui sont parachevées aux États-Unis. On ne parle même pas de la Chine, on en a parlé. Tu l'as dit, drill baby drill, c'est quand même on va aller chercher le pétrole, alors que les plus hautes instances scientifiques nous disent, les plus hautes instances scientifiques internationales nous disent qu'il faut laisser 80% des ressources fossiles dans les sous-sols, sous réserve que le climat s'emballe pour de bon cette fois. C'est pour ça que tu me disais, à 10 ans, on va se rendre compte, on aura du recul et ce ne sera pas de l'IA à tout va. Et je te demandais comment ça se traduisait. Moi, j'ai dans un coin de la tête que potentiellement, ça va se traduire par des conflits plus ou moins armés un peu partout dans le monde, parce que pour faire tourner cette affaire, bah, c'est des bombes climatiques, et puis c'est aussi des mines de terres rares et de matériaux précieux. Et puis l'uranium, parce que c'est bien beau d'avoir Enfin, on a tous entendu parler que installez-vous en France, l'énergie est pas carbonée. Aux dernières nouvelles, c'est pas des éoliennes qui vont faire tourner la centrale le data center dont je viens de te parler, hein. C'est du central nucléaire. Et quand bien même. Oui, et quand bien même, absolument. Il faut quand même des matériaux qu'on ne trouve pas. Ouais. Donc soit à un moment donné, on arrive à avoir l'invention de la fusion nucléaire, et puis voilà, on arrive à faire des trucs, de l'énergie à coût zéro, et on arrive à avoir, énergétiquement parlant, ce game changing. Mais même si on libère, enfin,
ce que je dis là, c'est complètement crétin, je le sais très bien. Même si on arrive à avoir une énergie infinie, voilà, la Terre n'est pas infinie. Donc à un moment donné, l'énergie, elle va quelque part. Elle va dans des ordinateurs, elle va dans tes objets, elle va, voilà. Ben, même avec une énergie infinie, la Terre n'est pas infinie. Donc c'est les objets qui seront limitants. J'ai oublié de demander à ChatGPT, que j'utilise très peu parce qu'un homme, ça s'empêche. Ça, c'est ma vision. Je veux pas mettre le doigt là-dedans. Mais professionnellement, j'ai quand même tenté des trucs. Il aurait fallu lui demander si la colonisation de Mars allait nous permettre de développer des ressources infinies. Tu veux qu'on essaye? On peut essayer, ouais. Bon, faudra couper. Ouais. Et, mais quand même, je lui ai posé des questions hier à l'IA sur est-ce que c'est soutenable écologiquement. Et honnêtement, c'est là que la question des billets arrive assez vite. Et répond comme un homme politique, de centre droit, jusqu'à l'extrême droite évidemment. Ouais. Non, on est dans une bonne grosse langue de bois, ça c'est clair. Ouais. Et en plus, alors plus elle est entraînée, est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène, ça tourne toujours, je ne sais pas si je garde rien pendant que tu cherches, plus elle est entraînée, et plus ça se lisse en fait, plus les réponses sont longues de bois, finissent par se ressembler. Est-ce que c'est une impression que j'ai? On n'a pas encore peut-être le recul pour savoir. Ouais, je sais pas trop. Allez, c'est parti. Tu veux ChatGPT ou Mistral? Non, ChatGPT, ouais. Je te laisse, t'es l'expert. ChatGPT, c'est américain, donc... Alors, ta question c'était quoi? Est-ce que coloniser des planètes va nous permettre... Est-ce que la colonisation de planètes comme Mars pourra permettre l'abondance des ressources à la société de connaître l'abondance énergétique ou de ressources? L'idée selon laquelle la colonisation de Mars ou d'autres planètes pourrait permettre une abondance énergétique ou matérielle repose sur plusieurs hypothèses optimistes qui méritent d'être déconstruites. Voilà. Mars, un désert hostile, pas un Eldorado énergétique. L'énergie dans l'espace, rêve ou réalité? Alors après, si ça se trouve, j'ai entraîné ChatGPT à me connaître moi, donc si ça se trouve, il fait des réponses qui me font plaisir. L'abondance matérielle, mythe ou réalité? Ça, c'est une suggestion qui te fait? Ça, c'est un plan qui me propose. Rapatrier, alors par exemple, l'abondance matérielle, mythe ou réalité. Certains avancent que l'exploitation minière d'astéroïdes pourrait fournir des métaux rares, en quantité quasi illimitée. Si cette idée est crédible à long terme, elle ne concerne pas directement Mars, car rapatrier ces ressources reste un défi technique et économique. En outre, une abondance soudaine de métaux précieux pourrait en réalité provoquer une dévaluation brutale de ces matériaux, et donc un effondrement du marché associé. Les contraintes écologiques et sociétales et les alternatives terrestres restent plus rationnelles. Conclusion, Mars ne sera pas une solution miracle à nos besoins énergétiques ou matériels, point. L'espace reste un horizon fascinant pour la science et l'exploration, mais il ne remplacera pas la nécessité de repenser notre modèle de développement ici, sur notre planète bleue. Intéressant. Du coup, je rebondis parce que tu as une réflexion qui m'a fait tilter. ChatGPT n'a pas la même réponse si je pose cette même question sur mon outil à moi. Je sais pas. Mais comme il a une mémoire de toutes les questions que je lui ai posées, etc., il a très bien pu apprendre à me cibler. Et j'aurais dû faire ça avec mes étudiants. C'est une j'y ai pas pensé, mais je devrais essayer de le faire. En tout cas, il y a des fois où, dans la réponse qu'il apporte, on peut tout à fait lui dire « Non, je ne suis pas d'accord, aborde plutôt cette solution sous cet angle-là ». Ce qui est intéressant, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est pas prendre pour argent comptant, mais voilà. Donc le fait de dire « Non, pas du tout, aborde plutôt là-dessus », que j'ai peut-être fait sur d'autres sujets, lui a incité à... Je sais pas, hein, mais c'est intéressant. Bah, de toute façon, on progresse quand c'est l'intelligence collective qui travaille. Et moi, je préfère quand c'est avec les humains. L'IA, c'est de l'intelligence, c'est quelque part une forme d'intelligence collective, mais on ne sait pas tout à fait qui est le collectif. C'est ça, ouais, non, mais c'est sûr. On a parlé tout à l'heure un peu rapidement de 10 métiers qui ne seraient pas impactés par l'intelligence artificielle. Tu peux nous en donner quelques-uns pour rassurer les gens? Ah non, tu sais pas? Non, si, je sais, mais c'est pas du tout à rassurer. C'est des métiers hyper rares, du style... je m'en rappelle plus, c'était l'année dernière, mais on est vraiment sur des métiers de pointe qui sont... c'est pas du tout... Enfin, on n'est pas du tout sur boucher ou coiffeur ou enseignant, hein. On n'est pas du tout là-dessus, on est sur des
plongeur par exemple, enfin des trucs enfin, même pas le plongeur du restaurant, hein, le plongeur qui va sous les océans, dans des contextes très particuliers, enfin c'est... voilà, il vous suffit d'aller d'aller chercher quels sont les métiers qui ne sont pas impactés par l'IA, et c'est une étude qui avait proposé ça à l'époque. Mais clairement, même la comptabilité du boucher, du coiffeur, tout ça, c'est voilà, tous ces métiers-là qui nécessitent un peu de connaissances, un peu de gestion des stocks, un peu de plein de trucs, bah, l'IA va arriver, c'est évident. Et donc, on a parlé de beaucoup de choses, on pourrait rentrer plus en détail, mais on y passerait des heures et des heures. Est-ce que l'idée d'une convention citoyenne sur l'IA, ce serait quelque chose de pertinent? Oui. Mais qui aujourd'hui, sociétalement parlant, croit dans la capacité d'une convention citoyenne à changer l'histoire, quand on voit la manière dont la précédente a été foulée aux pieds? C'est une très bonne idée, la convention citoyenne. Et à la limite, on devrait avoir des conventions citoyennes dans les organisations pour décider, dans une organisation, des usages, voilà, de qu'est-ce qu'on promeut, comment on forme, quelle IA on prend, etc. Donc ça marche plutôt pas mal d'ailleurs. Mais quand on voit les très bonnes idées, quand on voit la manière dont les gens se sont impliqués dans la précédente convention citoyenne pour sortir des choses, pour les scientifiques se sont impliqués, voilà, et quand on voit à quel point elle a été foulée aux pieds, sur tout le monde, enfin je veux dire les élus, la main sur le cœur, on dit on reprendra in extenso, etc. Et puis quand on voit ce que c'est devenu, va trouver des gens qui vont encore être motivés pour se mobiliser pendant 6 mois pour une convention citoyenne qui, si elle va pas dans le sens du parti, va être mis sous la pile. Mais au vu et au su de chacun, en tout cas ceux qui veulent s'y intéresser, on se rend compte que déjà le processus en lui-même est juste absolument formidable, de démocratie, Ouais. de montée en compétence de gens qui étaient des Tout à fait. profanes sur un sujet. Et puis il y en a, il me semble là, qu'il y en a une peut-être qui va déboucher sur quelque chose, c'est celle sur la fin de vie, la question de la fin de vie. Ça, oui, mais l'avantage de la fin de vie, c'est qu'on est tous, soumis à ça, quoi. Et puis c'est surtout c'est du sociétal. Et Non, mais je pense que même les décideurs ont peur de la mort, ont peur de la manière dont ils peuvent mourir. Donc voilà, je pense que c'est des choses qui aujourd'hui touchent tout le monde, peuvent toucher tout le monde. Donc c'est à la limite peut-être un des seuls sujets sur lequel on peut, à part quand on a un côté très religieux, et ce que je respecte tout à fait, mais on est tous soumis à ça et on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de voir les autres souffrir. Donc là, il y a potentiellement plutôt il pourrait y avoir un consensus. Il pourrait. Mais sur l'IA, le consensus, c'est quoi? C'est tu vas faire un contre-sommet sur l'IA comme il y a eu lieu, et c'est des gens qui... je veux dire, t'avais les partisans et puis tu avais les anti. Alors que l'avantage de la Convention citoyenne, c'est que tu les prends tous et tu leur fais sortir un projet commun. Mais ça, il faut qu'il soit assumé et il faut qu'il soit porté, il faut qu'il soit derrière déployé. Sauf changement étatique, juste ce qui s'est passé précédemment, je suis pas sûr que... Mais une bonne solution pourrait être le déploiement de conventions citoyennes, ou de conventions, en tous les cas, de collaborateurs et de collaboratrices dans les organisations pour, justement, tous les métiers étant touchés, organisons des conventions citoyennes de gens tirés au sort pour avoir une idée de comment est-ce que l'université, comment est-ce que une agglomération s'empare de ce sujet-là et qu'est-ce qu'elle en fait. Je vais rebondir avec l'agglo de La Rochelle, toi en tant qu'enseignant-chercheur à l'université, et il y a beaucoup de liens qui se créent avec les entreprises et puis les collectivités. Est-ce que c'est des choses dont vous parlez? Peut-être comment aussi équiper comment accompagner les collectivités dans le travail avec les IA? Moi j'ai entendu parler de choses, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, donc je ne donnerai pas de nom, mais de gens qui commencent déjà à rédiger des délibérés avec l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais pour répondre à ta question, oui, les délibérés en intelligence artificielle, ça marche très très bien, parce qu'il y a tellement de délibérés qui aujourd'hui sont publics, et ça, merci l'open data, voilà. Et donc, à partir du moment où il y a des téraoctets de données de délib, il n'y a aucune raison qu'une IA puisse pas faire gagner du temps à des gens qui font des délibs, qui d'une manière ou d'une autre sont tournés toujours pareil, comme les lois. Donc,
très bien, utilisons-les, je pense que c'est peut-être... Enfin, c'est très très bien. À partir du moment où c'est encadré, surveillé, vérifié, blablabla. Par contre, après, pour la manière dont l'agglomération de La Rochelle s'en empare du sujet, je sais typiquement que le nouveau président de l'université veut faire de l'IA et de la société un des enjeux forts de pilier de l'université, parce qu'effectivement, c'est fondamental. Je doute pas que... l'IA s'invite dans la prochaine campagne municipale, hein, que ce soit ville ou agglo, j'en doute pas. Pourquoi? Ben parce que derrière, il y a des associations d'entreprises, il y a des hôtels d'entreprise, il y a potentiellement besoin d'infrastructures énergétiques. C'est une vraie question citoyenne. Tu le disais tout à l'heure, quand on a vu la manière dont la 5G a été appropriée par une certaine catégorie de la population, et certains ont fait brûler des antennes, d'autres ont dit on a besoin de la 5G pour nous désenclaver, enfin je veux dire c'est aussi un enjeu sociétal. Donc je pense que la 5G sera dans pas mal de programmes d'ici aux prochaines municipales, avec clairement des oppositions entre des écologistes, entre la droite, la gauche et les extrêmes, c'est évident. Et la question, c'est comment est-ce que les citoyens, là-dedans, s'approprient le sujet? Est-ce qu'ils se contentent de considérer que un sujet aussi complexe peut être aussi facilement résumé que une vision d'une IA, un parti politique, hein? Ou est-ce que l'IA mérite autre chose comme traitement que cette simplification? Si on nous aide pas à mieux comprendre et approprier le sujet, ça va être compliqué, hein. En l'occurrence, ça va être intéressant à suivre, puisque tu dis que le nouveau président va se saisir du sujet à l'échelle de l'université, le nouveau président, qui est l'ancien vice-président à l'AGLO, en charge du projet PCAET, projet climat et énergie territoriale, et puis de La Rochelle, territoire zéro carbone. Donc il a quand même une petite culture des enjeux écologiques à minima climatiques. Donc j'imagine qu'il vient avec ce bagage-là et que... On peut l'espérer, ouais. Ouais. De toute façon, après, les chercheurs sont aujourd'hui des chercheurs engagés, hein. À un moment donné, on peut nous dire, les gars, les filles, allez là-bas. Alors déjà, si on considère que c'est une voie sans issue, on n'ira pas. Et en plus, on n'ira pas la fleur au fusil en considérant que l'IA, elle est que bien, ou l'IA, elle est que mal. On a au moins cet avantage-là, quand on fait de la recherche, c'est de considérer qu'évidemment, le monde, il n'est pas ni noir ni blanc, il est beaucoup plus complexe, il est beaucoup plus multicolore que ça. Donc si jamais le président et son équipe veulent porter la problématique de l'IA et de société, comme j'ai l'impression qu'ils veulent la faire porter, ou en tout cas comme ils l'ont dit, je pense que les chercheurs qui appuieront cette démarche-là, vont évidemment rendre la démarche vont avoir une démarche beaucoup plus riche que l'IA c'est bien ou l'IA c'est mal. Quelles applications elle pourrait avoir pour le territoire? Une question difficile, hein. Ouais. Dans les grandes lignes, il pourrait y avoir par exemple la résilience des territoires lors des futures catastrophes climatiques, hein. Comment est-ce que le territoire anticipe la montée des eaux, anticipe les tempêtes, anticipe les vents, voilà. Il pourrait y avoir comment est-ce que le territoire anticipe, je sais pas, une diminution potentiellement des médecins, comment est-ce qu'il anticipe de meilleurs soins, comment est-ce qu'il va mettre plus en relation, comment est-ce qu'il va proposer un tourisme peut-être plus humain, plus centré, plus adapté aux besoins, à la fois pour les demandeurs, les touristes, mais aussi potentiellement pour les offreurs. Il y aura comment est-ce que l'université de La Rochelle s'adapte aux enjeux de l'IA pour former toujours mieux et toujours plus. Voilà, il y en a plein de solutions sur lesquelles l'IA peut avoir un intérêt si elle n'est pas prise pour le messie, quoi. Et d'ailleurs, c'est un peu des sujets qui étaient portés dans le contre-sommet là, de l'IA. Il y avait des applications pour les prévisions météorologiques, il y avait des applications pour les jumeaux numériques de ville qui permettent justement d'anticiper des inondations et de voir comment... Alors le jumeau numérique, je vais te laisser peut-être expliquer ce que c'est. Le jumeau numérique, alors bêtement, voilà, c'est comment est-ce que quelque chose qui existe dans la vraie vie peut être simulé dans un univers numérique. Voilà, un jumeau numérique, c'est on te prend toi, on prend qui tu es, on met ça dans un ordinateur et on a une image la plus précise possible, non pas de toi en tant que monsieur, ni même en tant qu'homme d'un certain âge, mais de toi en tant que toi. Et ça veut dire que le jour où tu as une pathologie, on est capable plus rapidement de tester virtuellement 10, 50, 1000 molécules que tu n'aurais jamais supportées,
et puis elle a eu 752e parce que ton jumeau numérique c'est toi, et bien on voit que ça match, et on peut directement aller attaquer le procédé médicamenteux qui a le plus de chances de réussir. Voilà. Donc ça, c'est quand même... Ah, le jumeau numérique, moi je trouve ça génial. c'est Ça formidable. ah ouais, ça me... Et c'est appliqué, c'est comme ça que je suis rentré dans la question, c'est appliqué à des territoires Oui. pour anticiper des inondations et savoir comment s'adapter. Tu remplaces un corps humain par une ville, un territoire qui aura un certain niveau de proximité de la mer, de couloir de vent, de hauteur de territoire, de surface de sol, j'en sais rien, d'imperméabilisation, de route, de tout ce que tu peux t'imaginer, ce qui va faire de ce territoire un territoire unique. Ben, tu vas pouvoir le modéliser et dire, bah tiens, qu'est-ce qui se passe si demain j'ai un accident à tel endroit? Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur ma rocade? C'est quoi le parcours optimal pour permettre aux gens d'arriver, voilà, de sécuriser, d'aller les sauver, voilà. Tout ça qui... Non, c'est... L'avenir technologique, quand on oublie le côté strass et paillettes, est potentiellement quand même hyper stimulant intellectuellement. Là, on vient de voir deux beaux exemples qui débouchent sur plein de potentialités et d'usages différents. Mais si on garde que ces deux-là, appliqués à 12 milliards d'êtres humains, est-ce que c'est soutenable? On met tout le reste de côté. Bon, c'est une question encore difficile, tu n'as pas fait les calculs de coin de table, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même si on ne garde que ça, oui. est-ce que ça reste soutenable? Oui. Ouais. Oui. Mais ça reste soutenable si on fait des choix à côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas avoir... enfin, je veux dire, on peut pas se lamenter quand on annonce des chiffres de vente de voitures en baisse. On devrait se réjouir. Voilà. On peut pas se lamenter quand on annonce qu'un aéroport va fermer. On devrait se réjouir. Tu fais partie de la secte des décroissants? Ouais, moi j'assume. Si la décroissance me permet de vivre mieux à moi et mes enfants, je suis pour la décroissance, quoi. Oui, avec la croissance du bonheur, de la santé, voilà. Des relations. Puis quand on sait, enfin, je veux dire, il suffit de lire... Tiens, attends, 30 secondes, je sors du champ de la caméra. Oh, et on aura fait des mises en scène. Ouais. Il suffit de lire, voilà, ralentir ou périr, et puis on voit que le PIB, c'est une infâme stupidité qui existe depuis quelques dizaines d'années à peine. Donc voilà, donc moi la décroissance, ça me pose zéro problème. C'est exactement le titre que j'ai en tête quand je lis dans Le Parisien que on va plug baby plug et qu'on va accélérer, quoi. Parce qu'on sait depuis 1972 maintenant, le fameux rapport Milou que tout le monde cite sans l'avoir lu, dont je fais partie, nous dit que voilà, une croissance exponentielle dans un monde aux ressources finies est insoutenable. Ouais. Et quand même, l'IA nous ouvre sur cette croissance, alors vraiment exponentielle au carré, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais la question, c'est de savoir si on va arrêter cette croissance contrainte et forcée, et on va la laisser à ceux qui peuvent payer, ou si à un moment donné, on va essayer d'atterrir. Bon, après, je vais pas citer un... c'est pas tous les jours que je fais ça, je vais pas citer Donald Trump, mais quand il dit, quand il s'adresse au président de l'Ukraine et qu'il lui dit, j'ai investi 500 milliards de dollars pour vous soutenir, la moindre des choses, ce serait que vous nous donniez 500 milliards de terres rares pour éventuellement un peu compenser, on se dit qu'on n'est pas sorti de l'affaire, quand même. C'est juste, voilà, c'est très très compliqué d'entendre ça, ce côté, je te donne, je prends, voilà. Mais de toute façon, la Terre va se rappeler à nous, il n'y a pas de mur. Ouais, on va pas se lever un mardi matin en disant « Oh mince, le mur est là !» Non, il n'y a pas de mur. Mais à un moment donné, ça va devenir trop cher, ça va devenir trop rare, ça va devenir insoutenable, voilà. Et on va se retrouver petit à petit confronté à ces limites-là. Voilà, c'est juste une réalité. On sort de 50 à 60 ans de monde sans limite, enfin sans limite apparente, hein. Et bien tant mieux, sortons-en. Sortons-en. Rentrons dans un monde avec des limites. Parce que moi, chez moi, j'ai des limites. J'ai des mètres carrés, je peux pas faire ce que je veux. Je peux pas acheter ce que je veux. Voilà. Tu as une croissance limitée. Voilà, je suis une croissance limitée. Ta taille maximale, là, j'imagine. Bon, oui, je vais même commencer. Enfin, ça dépend. Comme ça, je pense que je vais encore grossir, mais comme ça, je vais me rapetisser. Non, mais voilà, on est tous confrontés à des limites tous les jours. Socialement parlant, je vais pas me lever pour frapper la personne que j'aime pas. On a tous des limites. Hein. Et moi, je suis payé, j'ai un certain... Toi aussi, on a un salaire. Ben, on s'arrête au salaire. Sinon, on fait quoi?
très rapidement, on devient insolvable, on a des problèmes, et ça. Ça fait 60 ans qu'on est insolvable au niveau de la Terre. Là, on est en train de payer les pots cassés. Bon, ben voilà. Ben, si on rentre dans un monde avec des limites, ça ne veut pas dire un monde où on ne fait rien. Ça veut juste dire un monde où on réapprend à vivre avec des limites. Ben, faisons-le. Et je veux pas remettre encore de la politique et tout, mais quand même, quand tu dis ça, on ne peut que constater ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'on est en train de mettre à la tête des États, et on pourrait parler de comment ils arrivent à la tête des États, mais on est en train de mettre des gens qui semblent ne pas avoir de limites. Oui, mais parce que ces gens, en fait, on est très content. Enfin, s'il y a une majorité, déjà, à part dans certains pays, mais s'il y a quand même une majorité de gens qui votent pour eux. C'est pour ça que j'ai mis des bémols, c'est un peu compliqué, mais on se rend compte quand on regarde les études que les réseaux sociaux, qui sont détenus par ces gens qu'on retrouve dans le gouvernement, en l'occurrence Elon Musk, ont des biais qui font que les gens sont manipulés. Les médias, si on fait une analyse des médias français, il y a des gens qui l'ont fait, ce sont des médias qui aussi manipulent parce qu'ils sont détenus par 9 personnes qui possèdent, qui ont des intérêts. Mais Elon Musk, il n'y a pas si longtemps que ça, il était démocrate. Ce qui pose une autre forme de problème, c'est que ces gens qui se revendiquent de la liberté et de la démocratie, on se rend compte que quand il faut préserver les modèles d'affaires, peuvent basculer dans un autoritarisme crasse et un peu effrayant. Mais finalement, est-ce que c'est... Enfin, moi, j'ai une autre... Enfin, tout ça, ce sont des excellentes raisons pour lesquelles ils sont à la tête de l'État. Mais il y a aussi d'autres raisons qui sont la peur de d'eux-mêmes. La peur de revivre avec un monde avec des limites, la peur de s'entendre dire je pourrais pas prendre l'avion autant de fois que je veux, la peur d'entendre dire je pourrais pas prendre ma voiture comme je veux, enfin je veux dire. Et donc c'est rigolo parce que quand on dit mais pour le bien de tout le monde ce serait bien d'avoir quelques limites, ils en ont pas envie, donc pour ça ils vont mettre à la tête de l'État des gens qui leur imposent des limites qui sont encore plus graves. Mais c'est la peur, c'est le côté du c'était mieux avant. Moi, je passe mon temps à discuter avec des gens qui me disent « Ah oui, mais c'était mieux avant. » Je dis « Mais avant quoi? De quoi tu me parles ?»« Ah oui, mais regarde les années 80. » J'ai les années 80, chômage de masse, sida, les attentats dans le métro, des guerres partout, enfin, la Russie qui... voilà, c'était mieux avant. Et t'étais un homme, j'imagine que tu parlais avec un homme. Oui, ouais. Donc voilà, je dis, mais... Et moi, la question que je pose toujours, c'est dis-moi à quelle époque tu voudrais vivre. Pas visiter, mais vivre. Toi et ta famille. Toi et ta fille, c'est quoi l'époque où tu voudrais vivre? Déjà, sois heureux d'en être en France, alors, voilà. Et très souvent, c'est ah ben non, pas là, ah non, pas là. Ah oui, les années 70, c'était sympa. Ah, les années 70, celles où les femmes n'avaient pas le droit d'avoir de chéquier, ne pouvaient pas disposer de leur corps, étaient considérées comme, voilà, tu te mariais, voilà, c'était ça que tu préférais? C'est ça que tu veux pour ta fille? Bah non, non. Je dis, bah, ok, très bien, mais dis-moi juste, dans quelle époque tu préférerais vivre? Ben, on arrive très souvent, hein, aujourd'hui c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ouais. Et on va faire mieux. Oui, il faut résister. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu veux me donner deux, trois applications de l'IA qui, toi, te font rêver, que tu trouves vraiment chouettes, quoi? On a donné déjà. Ouais, voilà. Alors, médical, jumeau numérique, traduction. Instantanée. Voilà. La traduction instantanée, c'est marrant, ça. Ouais, le fait parce que ça t'ouvre... le fait, nous, voilà, il y a plein de gens qui s'empêchent d'aller visiter des pays, alors évidemment, pas forcément avec l'avion, mais qui s'empêchent de vivre des nouvelles cultures, des tas de films, des tas de podcasts qui sont juste brillantissimes et qu'on n'a pas accès parce qu'ils sont un Zimbabwéen, et que moi j'aimerais être capable d'avoir accès à cette connaissance et à cette culture. Voilà, donc la traduction instantanée, c'est vrai, c'est un truc qui me... La traduction de pouvoir tomber sur quelqu'un qui parle pas anglais, moi je parle pas très bien, ben voilà, on est capable de se comprendre, on est capable de... Voilà, ça me fait rêver. Ce côté un peu... L'IA serait une espèce de tour de Babel, dans lequel on arriverait finalement à tous se comprendre. Ça, ce serait cool, voilà. Et le jumeau numérique, c'est pour la dimension capacité à résoudre tes problèmes de santé? Capacité à résoudre des problèmes qui, dans la vraie vie, nécessiteraient trop d'expérimentation pour trouver la bonne solution. Trouver des routes optimales, trouver des médicaments optimaux, trouver des recettes industrielles pour faire tel ou tel truc. Qu'est-ce qui se passe si je mets un peu de ça avec un peu de ça? Est-ce que, voilà, sans avoir besoin de le faire, sans avoir besoin de prélever. Mais qu'est-ce qui se passe si on me détecte un cancer du foie et que parce que je suis qui je suis, ben, les premiers médicaments qu'on tenterait sont pas les bons,
me ferait perdre 8 mois, 10 mois, me rendrait malade, alors que c'est peut-être le 4e qu'on aurait tenté qui aurait marché, mais c'est trop tard, du coup, voilà. Donc ça, oui, ça c'est le côté, faire rapidement des essais-erreurs pour arriver tout de suite sur, dans la vraie vie, la bonne solution, en croisant les doigts. Mais ça se rapproche du transhumanisme, ça? Non, pas du tout. Non, ah non, pas du tout. Non, parce que justement, l'idée, c'est pas de modifier le corps humain. L'idée, c'est de modifier tout ce que tu veux dans un corps humain simulé sur le numérique, en laissant l'intégrité du corps humain et en le laissant justement sa mortalité, ses erreurs, ses doutes, etc. Mais c'est même pas une question d'amélioration, c'est juste une question de, à un moment donné, est-ce que moi j'ai besoin du même traitement que toi, voilà. Je suis pas sûr. Et ça, les jumeaux, tu vois, j'avais découvert avec tes explications que les jumeaux numériques permettaient ça, alors qu'il n'y a pas de chair, il n'y a pas de matière, mais ils peuvent simuler des traitements, c'est ça, sur le jumeau numérique, oui. Et on a une vision assez fine de ce que ça va donner dans la réalité. Plus le temps passe, plus la précision est fine. Ouais. Et là, on a un vrai champion avec Dassault Systèmes, qui fait des trucs géniaux. Des opérations, qu'est-ce qu'il vaut mieux passer par là, ou est-ce qu'il vaut mieux passer par là, tu fais ton opération dans le jumeau numérique, et puis tu dis, non, en fait, là, je l'aurais tué, quoi. Et ça a été entraîné, pas avec les images du frigo, j'imagine, mais avec des milliers d'opérations, de cas pratiques. Ouais, c'est ça, et puis aujourd'hui, on est capable de savoir comment telle molécule va réagir avec telle autre. Les effets cocktails, tout ça, aujourd'hui, alors c'est peut-être à la fois l'IA, mais à la fois aussi des simulations qui font qu'on va s'en sortir. Enfin, qu'on va avancer. Il y a de tout. Il y a des fois de l'IA, il y a des fois simplement de l'algorithmique, il y a des fois voilà, mais l'IA va faire évidemment partie de ce processus-là, c'est évident. On n'a pas parlé de l'IA agentique, dont j'ai découvert l'existence hier et qui ouvre encore plus la boîte de Pandore, si tant est qu'on puisse l'ouvrir davantage. Je mets ça de côté, les gens allaient voir si ça vous intéresse. Sauf si tu veux en dire un mot. Je sais pas si on parle de la même chose, mais pour moi, une IA agentique, c'est le fait de dire que tout à l'heure, je prenais l'exemple de j'ai pas besoin d'avoir une super méga intelligence qui fait tout, mais peut-être que je peux juste avoir cette petite intelligence qui fait qui traduit ou qui me comprend. Voilà, les intelligents agentiques, c'est que à un moment donné, si j'ai besoin d'agencer 3 intelligences, je sais pas, coach sportif, coach nutritionnel et puis motivateur, voilà, je mets ces 3-là, et j'ai un agent, j'ai une intelligence artificielle peut-être un peu plus adaptée sur la capacité voilà, d'avoir une espèce de conciliabule de petite IA qui à un moment donné donne de façon plus pertinente et comment dire, quel est le terme que tu prenais tout à l'heure, un consensus, voilà, plus collégial, voilà, des conseils. Voilà. Mais ça se traduit par un objet, peut-être un smartphone, où tu entends « Allez, cours, tu fais ton footing, allez, cours, lâche pas, encore 200 mètres !» Voilà, ça pourrait. Mais si justement, l'agent motivateur a réalisé que j'étais quelqu'un qui avait besoin d'un coup de pied au cul. Peut-être que cet argent, parce qu'il me connaît, va plutôt réaliser qu'il a besoin de me parler différemment. Enfin voilà, donc si c'est ça, les agents, c'est en fait plein de choses, c'est un peu des briques Lego, quoi. Tu vas avoir plein de briques Lego à ta disposition qui vont faire plein de choses, et dans ton cas à toi, tu vas prendre celle-là, avec celle-là, avec celle-là, puis hop, ça va être la bonne solution pour toi. On a vraiment l'impression d'être dans Damasio, les furtifs, que je viens de refermer là, ce qui est un peu effrayant. Mais bon, on reste rembobiné et aller sur les aspects positifs, peut-être que je couperai, on verra. Avant la dernière question, un message que tu voudrais faire passer. Alors on a parlé de beaucoup de choses, on en a oublié, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont les gens devraient repartir avec à l'esprit je sais pas si... Enfin, voilà, le numérique est notre avenir, économisons-le. Enfin, le numérique est partie de notre avenir, économisons-le. Voilà. Donc, il n'est pas le seul. Il y a les relations sociales, voilà. Mais, voilà, c'est le numérique et l'IA, hein, c'est ni tout bien, ni tout mal. C'est finalement ce qu'on va en faire. Donc, soyons sobres, soyons résilients, ne le faisons pas partir avec l'eau du bain. Et puis, essayons de développer notre usage à nous, notre voie à nous. Voilà. C'est pas parce que les Américains ils ont des gros 4x4 et des gros SUV que le véhicule idéal en France c'est le 4x4 et le SUV. On a trouvé une voie intermédiaire, trouvons cette voie-là, parce que ce serait vraiment dommage de se le faire imposer par les États-Unis ou par la Chine.
Et puis ce serait dommage de pas avoir à nous, et puis ce serait dommage de passer à côté, parce qu'on peut faire vraiment des choses bien quand même. En plus, on a Avatar Mobilité sur le territoire si on parle de voiture. J'irai leur demander ce qu'ils font de l'IA. À mon avis, Frédéric a des idées. C'est possible. Dernière question, cette fois c'est sûr. Qu'est-ce qui te rend, c'est comme ça qu'on termine tous les entretiens, qu'est-ce qui te rend heureux, toi, dans la vie, Vincent? Ma famille. Ma famille et les relations sociales. Non, c'est les gens. Clairement, c'est les gens. C'est toujours la réponse que me donnent. Non, mais vraiment, les gens me donnent. Non, mais de manière aussi directe ou détournée, Ouais. c'est aller boire un pot avec des copains, Ouais. c'est être en famille le dimanche midi. Ouais, voilà. En fait, c'est les liens. Il y a Ouais. ça. Je suis d'accord. Ouais. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.